comment fonctionnent les enzymes. Comment est-ce que ça peut combler toutes les fonctions qui sont requises à la vie? Qu'est-ce qui régit la vie dans le corps et dans les organismes? De penser aux enzymes de la digestion. C'est quoi une enzyme? Il y a très longtemps, une enzyme primordiale. Généralement, les résistances à cet antibiotique, à d'autres antibiotiques, passent par les enzymes. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cet épisode des podcasts de la Rédactase. Aujourd'hui, nous avons le cher Richie Sai Itou. Nous avons votre serviteur Anaël et notre invité d'aujourd'hui, Joël Pelletier, professeur de chimie organique pour biochimiste du département de chimie à l'Université de Montréal. Alors, merci d'avoir fait l'honneur de votre présence aujourd'hui sur ce plateau. Ça me fait grand plaisir d'être ici. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Nous aimerions une petite présentation de vous, un peu qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous passionne. Qui est donc Joël Pelletier? Exactement. Grande question. Alors, j'en restais au niveau professionnel. J'ai fait mes études en biochimie à l'Université d'Ottawa. Et par après, je suis venue à Montréal, ce qui était vraiment très bien. À 22 ans, on aime venir à Montréal. Et j'ai fait mes études supérieures à l'Université McGill, en biochimie encore. C'est là que j'ai découvert vraiment l'étude des enzymes. Par après, j'ai poursuivi des études postdoctorales à l'Université de Montréal en premier, puis ensuite à l'Université de Zurich, en Suisse. Et je suis revenue en poste à l'Université de Montréal, au département de chimie, en tant que professeur, à la toute fin 1999. Et mon projet global, c'est de mieux comprendre comment fonctionnent les enzymes. OK. Super. Donc, si je comprends bien, vous avez comme développé un petit amour dans vos études de ces petites choses, ces petites protéines-là particulières qu'on appelle les enzymes. Et ça tombe bien, c'est un peu notre péché mignon, on va dire, en biochimie. Mais comment vous avez développé cet amour-là? Genre, est-ce que c'était, depuis que vous étiez petite, vous avez toujours voulu penser, mais qu'est-ce qui régit la vie dans le corps et dans les organismes? Oui, donc d'où vient l'amour des enzymes? Et surtout, tout d'abord, c'est quoi une enzyme? Très bonne question. Alors, une enzyme, c'est un type de protéine qui agit sur des molécules pour les transformer en molécules différentes, utiles. Alors, par exemple, le plus simple, c'est de penser aux enzymes de la digestion, qui prennent la nourriture et la brisent en un élément plus petit que le corps peut absorber, et ensuite, d'autres enzymes vont reconstruire les parties du corps. Bon, voilà. Et ça m'intéressait de manière générale. J'aimais la biologie, j'aimais la chimie, mais c'était dans mon premier cours d'enzymologie à l'université. J'étais en 2e année du baccalauréat. Et le professeur nous enseignait, ce qui est compliqué, c'est comment caractériser les enzymes. Alors, pour ceux qui ont déjà pris les cours, ce sont les courbes de Michaelis-Menten. Et le prof racontait, blablabla. Et moi, je me disais, oui, mais comment ça fonctionne, les enzymes? Alors, ce sont des protéines. Les protéines, ce sont des chaînes d'acides aminés. Alors, il y a 20 différents acides aminés qui constituent ces protéines. Et ces protéines ont des compositions différentes. Et selon leur composition, selon comment elles se replient, donc leur forme finale, elles vont adopter des fonctions. Alors, on a les protéines qui sont dans les muscles, par exemple, qui font certaines actions. Et les protéines par exemple, les ongles, les cheveux, c'est de la protéine, complètement différent des muscles. Et mais je me demandais, comment est-il possible que ces chaînes de 20 acides aminés, qui, au niveau chimique, sont assez banales, comment est-ce que ça peut combler toutes les fonctions qui sont requises à la vie? Alors, je me suis perdue dans ces pensées-là et je suis encore en train de chercher la réponse. J'avoue ça, je sais. C'est un peu le même parcours que nous, des passionnés de bio, des passionnés de chimie. On n'a pas pu choisir, alors nous voilà en train de faire la biochimiste aujourd'hui. Et juste pour être sûr, quand vous parlez de chaînes de 20 acides aminés, ce sont bien des combinaisons d'un des 20 acides aminés un certain nombre de fois. Exactement. Donc, les protéines peuvent être très longues. Au total, elles peuvent compter 100, 200, 400, 600 acides aminés en chaîne. Et l'ordre des acides aminés est toujours déterminé par nos gènes. Et donc, ce sont nos gènes qui les encodent. Et ensuite, la composition stricte
va être déterminée par les gènes et selon l'ordre des acides aminés dans notre longue chaîne, elle se replie d'une certaine manière et son repliement, la structure finale, va aider à déterminer sa fonction. Vous dites que c'est l'ordre dans lequel les 20 différents acides aminés sont enchaînés qui donne la fonction et le repliement aussi. Ça veut dire que, bon, si on voudrait donner une analogie, ce serait comme des Legos avec lesquels on pourrait tout construire, dépendant de juste comment on les met ensemble. Effectivement. Donc, ouais. Et comme vous le savez, quand on a seulement les blocs de base de Lego, des fois on trouve ça un peu plate. Puis là, tout à coup, on a une trousse avec des pièces qui ont d'autres formes, puis là, on peut faire plus de choses. Et donc, ce serait quoi cette trousse avec les autres pièces? Et justement, on a seulement les 20 acides aminés. Mais parfois, il y a d'autres composantes qui s'insèrent dans les protéines. Elles ne sont pas très nombreuses, mais il y a des modifications qui se font. OK, donc moi, ça me fait penser à l'hémoglobine. L'hémoglobine, pour ceux qui ne savent pas, c'est la protéine qui transporte l'oxygène dans le sang. Donc, ça me fait penser à l'hémoglobine, qui est une protéine, mais qui contient son noyau de fer, et c'est ce dernier qui permet à l'hémoglobine, justement, de transporter l'oxygène. Donc, c'est ça le genre les petits trucs en plus qu'on ajoute aux protéines. Effectivement, et c'est ce qui peut amplifier la portée des différentes enzymes pour toutes sortes d'activités qui sont beaucoup plus variées que si on n'avait pas ces quelques modifications. OK. Et ben justement... non, mais ma question, c'était plus à titre de vulgarisation, mais qu'est-ce qui différencie une enzyme des autres types de protéines, par exemple? Parce que je sais qu'il y a les protéines, elles remplissent différents types de fonctions, quel que soit l'organisme dans lequel elles se trouvent, et les enzymes s'avèrent remplir une fonction plutôt précise qui les différencie des autres. Donc, j'aimerais, c'est possible, lequel? Oui, alors les enzymes sont une catégorie de protéines, et ce sont les protéines qui spécifiquement catalysent des réactions chimiques. Et donc, catalyser, c'est-à-dire qui accélère la vitesse de réaction. C'est bien ça. Donc, ce sont des réactions. En fait, il y a beaucoup de réactions qui se passent dans notre corps, dans toute la vie, qui n'auraient lieu qu'une fois par année, une fois aux 100 000 ans, une fois aux 100 millions d'années, si elles n'étaient pas accélérées par les enzymes. Et clairement, ces réactions doivent avoir lieu plus rapidement qu'une fois aux 100 000 ans. Oui. Et donc là, je pense que la question vient, mais est-ce que les enzymes pourraient donc être utilisées en dehors du corps? Absolument. Donc, les enzymes, de plus en plus, sont utilisées en industrie. Ce sont des protéines, après tout, et les protéines, comme vous et moi, peuvent fonctionner à température à peu près ambiante, peut-être un petit peu plus chaude, peuvent agir dans l'eau, par exemple, et ce sont des protéines qui se décomposent, elles se biodégradent, donc elles ne sont pas nocives, pas toxiques, et donc elles peuvent avantageusement remplacer d'autres processus catalysés par des molécules chimiques qui peuvent parfois être plus toxiques, plus nocives, ou demander des conditions qui sont plus énergivores, où on a des déchets toxiques dont il faut se débarrasser. OK, donc, mais je pense qu'on pourrait beaucoup élaborer là-dessus, mais avant qu'on continue à parler là-dessus, justement, peut-être on devrait se pencher sur la question de comment est-ce que les enzymes fonctionnent, justement. On a dit que ça aide à construire les autres protéines, les autres choses dont on a besoin, ça accélère les réactions, mais comment ça fonctionne? Ah, c'est une grosse question. Et ça, on peut en parler pendant bien longtemps et écrire beaucoup de volumes là-dessus. Mais de manière simplifiée, les enzymes sont donc des protéines et elles vont lier certaines molécules. Dans un cas, par exemple, si on parle de la digestion, elles peuvent lier les protéines que vous aurez mangées. Et elles vont lier la protéine et vont briser certaines liaisons. Donc, elles vont accélérer le bris de liaison qui, normalement, serait beaucoup plus lent. Et donc, l'enzyme accélère en formant des interactions avec la protéine qu'elle brisera ou bien avec une autre molécule qu'elle va digérer finalement. Et, ou bien, dans d'autres cas, les enzymes peuvent lier deux molécules qu'elles vont assembler. Donc, elles vont former une liaison. Donc, elles vont accélérer la vitesse à laquelle une nouvelle liaison chimique se forme. OK. Et donc, je pense que tous ceux qui ont fait des cours de chimie ou de biologie, peut-être ont l'analogie, enfin plutôt l'explication en tête, c'est que, par exemple, comme vous avez dit, la formation, le bris de lien, ça peut prendre du temps.
ou des conditions plus hautes ou plus fortes, ben, justement parce que pour faire ou briser ces liens, il faudra beaucoup d'énergie en temps normal. Mais ce que l'enzyme fait, c'est que ça diminue la quantité d'énergie qu'il faut pour que cette réaction se produise. Exactement. Parce que si ça prend beaucoup d'énergie, alors l'énergie, si on n'a pas l'énergie, il faut qu'on attende que par un sursaut statistique d'énergie, une réaction ait lieu. Et justement, parfois, on doit attendre très, très, très longtemps pour que ceci ait lieu. Les enzymes vont favoriser les conditions où ça abaisse l'énergie requise et donc faciliter l'accès à une grande diversité de réactions. Ce qui explique pourquoi, des fois, au lieu que la réaction ait lieu une fois tous les 100 000 ans, ça a lieu bien plus de fois en une seconde. Exactement. Et justement, c'est un bon indice du temps que prend une réaction catalysée. Souvent, on va parler de plusieurs événements par seconde qui peuvent avoir lieu par une seule enzyme si elle est en présence de ses réactifs préférés. Okay. C'est justement cette caractéristique que les industries aimeraient utiliser pour produire leur molécule cible à moindre coût ou plus rapidement, c'est ça? Oui, effectivement. Et en particulier dans l'industrie pharmaceutique, comme je l'ai mentionné, ce sont des molécules très complexes qui ont beaucoup de liaisons et d'étapes. Et c'est là que les enzymes sont très, très précieuses. Mais ça peut aussi être pour des applications de moins grande valeur monétaire, mais qu'on retrouve partout, comme à l'épicerie. Alors, si on pense à l'intolérance au lactose, et ça illustre bien la sélectivité parce que quiconque a dû étudier ces sucres au cégep, c'est que tous les sucres se ressemblent. Oui. Ouais, c'est difficile pour nous de se rappeler, hein, les structures. De les apprendre par cœur, surtout. Exactement. Mais nos enzymes sont souvent sélectives pour un seul sucre. Donc, les enzymes sont capables de faire la différence entre le sucre pour lequel elles sont spécifiques et un autre sucre. Si on pense à l'intolérance au lactose, alors à ce moment-là, il y a des gens à qui il manque une enzyme qui est capable de bien digérer le lactose. Et à ce moment-là, cette enzyme, la lactase, est appliquée, elle est produite et elle est appliquée industriellement pour produire le lait où le lactose a déjà été digéré. Donc, c'est ça, fondamentalement, l'identité du lait sans lactose. C'est pas qu'il n'y a pas de lactose, c'est qu'il était là, mais il a été déjà brisé. La première étape que l'enzyme aurait fait dans notre corps a déjà été faite. Exactement. Ce qui fait que c'est plus facile pour les personnes qui ont une déficience donc en lactase de consommer le lait, tout simplement. Absolument. Et donc ça, c'est une application de très grande envergure, mais celle qui est la plus présente dans nos vies, dans la majorité des maisons, vous trouverez du savon à lessive. Et les enzymes qui se trouvent dans le savon à lessive sont parmi celles qui ont été les plus étudiées et les plus modifiées aussi. Alors, on disait plutôt que les enzymes, ce sont une catégorie de protéines, que les protéines sont des chaînes d'acides aminés, des chaînes dont la séquence est déterminée par nos gènes. Alors, on peut aussi aller modifier les gènes pour changer cette séquence et donner des modifications dans nos protéines, donc, par exemple, dans nos enzymes. On peut donc rendre des enzymes plus robustes parce que si vous pensez à la lessive, parfois, vous allez faire la lessive à température chaude ou à température froide, mais les enzymes, elles ont évolué peut-être pour travailler à seulement une de ces températures. Donc, on va modifier les enzymes afin qu'elles puissent travailler dans toutes les températures d'eau de lessive que vous choisirez. Alors, il y a des enzymes qui vont dégrader les taches de protéines sur vos vêtements, les taches de gras sur vos vêtements, les taches de sucre sur vos vêtements. Et ça, c'est vraiment l'application de plus grande envergure commune. OK, donc ça veut dire que, en d'autres mots, c'est pas juste une stratégie commerciale quand les compagnies vous disent que leur produit, leur lessive est capable de retirer les taches de graisse, de sucre et tout. C'est que vraiment, ce que leur lessive contienne, l'enzyme qu'il y a à l'intérieur, elle peut faire ça. Absolument. Et même maintenant, les capsules de savon à la vaisselle peuvent faire la même chose. Certaines contiennent aussi des enzymes. OK. Après, je pense que vous avez mentionné qu'on modifie les gènes pour rendre les enzymes plus robustes. Bon, c'est pas nos gènes qu'on modifie, mais comment est-ce qu'on produit ces enzymes-là à grande échelle, justement? Donc, le plus souvent,
elles seront produites en utilisant un micro-organisme facile à manipuler. Par exemple, la bonne vieille bactérie E. coli. Ou bien encore en levure. Donc, ce sont des micro-organismes qu'on peut bien manipuler, on peut les faire grandir et proliférer en flacons ou encore en énormes fermenteurs, des fermenteurs qui seront grands comme la pièce où on se tient. Et après ça, on peut purifier les enzymes, donc les isoler à partir de ces cellules. OK, donc c'est ces micro-organismes-là qui sont modifiés génétiquement, puis elles produisent l'enzyme qu'on veut, modifier ou pas. Et là, nous, on extrait ces enzymes-là et on l'utilise pour faire une lessive. Oui, tout à fait. OK. Mais vu que ce sont souvent qu'il y a des enzymes, mettons, dans les lessives ou les lave-vaisselle, ça peut soulever certaines questions, mettons, suivant le type de tissu qu'on utilise pour telle ou telle lessive. Est-ce que ça a du sens ou c'est totalement infondé? Évidemment, il faut faire des tests. Et évidemment, on choisira des enzymes qui ne vont pas, par exemple, endommager le coton ou le polyester ou ruiner notre vaisselle, par exemple. Mais ce n'est pas difficile à trouver, en fait. Donc, ces recherches-là se font depuis des décennies et sont maintenant très bien implantées. OK. Et justement, en parlant de recherche, moi, cette fois-ci, j'aimerais me pencher un peu sur la question du labo de Joël Pelletier. C'est mon sujet préféré. Ah, ben tant mieux. C'est quoi le sujet, justement, de votre labo, le projet? Alors, il y a une question fondamentale encore, comme je l'avais mentionné. Comment fonctionnent les enzymes? Mais vraiment. Et si on comprend vraiment quelque chose, alors on peut construire cette chose. Ce sur quoi on se penche depuis maintenant 26 ans de carrière dans mon laboratoire, c'est de modifier ces protéines, donc de commencer en modifiant le gène qui encode la protéine. Ces protéines, ce sont des enzymes, elles ont une activité catalytique. Et donc, on change les acides aminés et on pose la question, est-ce que ça fonctionne toujours? Si ça ne fonctionne plus, alors on vient de taper sur la partie sensible, celle qui est vraiment en train d'effectuer notre activité de catalyse. Sachant ça, on peut commencer à jouer aux alentours pour pouvoir peut-être lier maintenant des nouvelles molécules et ces molécules-là se feront transformer pour donner des nouveaux produits qui peut-être n'existent même pas dans la nature. Ou bien on peut comprendre le fonctionnement d'une enzyme dans la nature. Donc, un des exemples, nous étudions une enzyme qui procure la résistance à un antibiotique. Donc, ça, c'est un problème parce qu'évidemment, les antibiotiques sont là pour nous protéger, mais il y a des résistances, comme on le sait. Quelqu'un a une otite, on lui donne un antibiotique, puis ça ne fonctionne pas, puis bon. Et donc, nous étudions cette enzyme qui confère à certains microbes une résistance à un antibiotique très commun, le trimétoprime. C'est un antibiotique qui coûte peu cher, qui fonctionne bien, qui a peu d'effets secondaires, qui est utilisé partout dans le monde depuis les années 1960, qui est utilisé chez les humains pour des maladies ou des problèmes très simples comme des infections des voies urinaires ou quoi que ce soit. Malheureusement, qui est également utilisé à très grande échelle dans l'élevage d'animaux. Des animaux comme les vaches, les porcs, même en pisciculture, donc le poisson, c'est ça. Et donc, des grandes quantités de cet antibiotique, le trimétoprime, sont utilisées depuis des décennies, de sorte que les microbes ont développé différentes voies pour y résister. Et généralement, les résistances à cet antibiotique, à d'autres antibiotiques, passent par les enzymes. OK, donc l'enzyme de la bactérie, justement, va juste détruire la molécule? Souvent, c'est la manière par laquelle les résistances aux antibiotiques fonctionnent. Alors, si on pense aux antibiotiques de type pénicilline, effectivement, les enzymes bêta-lactamase vont briser l'antibiotique, donc briser ses liaisons, et l'antibiotique ne sera plus fonctionnel. Ça, c'est une des stratégies qui existent beaucoup dans le monde microbien pour contourner les antibiotiques. Mais il y a d'autres moyens aussi. Alors, le sujet principal de nos travaux en ce moment par rapport aux résistances aux antibiotiques, c'est une voie de contournement.
Ok. Alors, si je peux proposer, alors voici. Ceci, c'est une enzyme qui existe dans tous les microbes et qui est essentielle à la vie des microbes, donc pour que les microbes puissent proliférer, se dédoubler. Et ceci est la cible de l'antibiotique trimétoprime. Alors, si on a le trimétoprime, l'enzyme n'est plus fonctionnelle et les microbes ne peuvent plus proliférer. Excellent. Voilà, Let's go. c'est résolu. On est sauvé. Ah, malheureusement, non. Ah, Alors, les microbes, au fil des années, ont modifié un peu le gène qui encode la cible, de sorte que la cible est un petit peu résistante. Il faut utiliser plus de trimétoprime. Mais certaines bactéries ont aussi une voie de contournement. Alors, c'est une deuxième enzyme qui fait la même fonction. Si on a le trimétoprime qui tape sa cible, celle-ci, la voie de contournement, va quand même faire l'activité catalytique requise pour que les microbes puissent survivre et elle est complètement résistante à l'antibiotique trimétoprime. La bactérie survit. On voit justement que la structure des deux protéines est totalement différente, ce qui fait que le site de réception du trimétoprime qui existe sur la protéine rouge n'existe pas sur la protéine bleue. Alors exactement, si on regarde les structures, on voit bien qu'il y a un grand tunnel dans la protéine bleue, alors qu'il n'existe pas dans la protéine rouge. Donc, c'est deux enzymes qui ont la même fonction, mais qui sont très différentes. Et donc, le trimétoprime va taper cette cible rouge, mais la cible bleue, non, elle ne pourra pas être inhibée par le trimétoprime. Mais j'aimerais bien continuer sur ce tunnel-là parce que on peut poser beaucoup de questions sur les protéines ou les enzymes en général. C'est que, pourquoi il y a ce tunnel là-dedans? Qu'est-ce que ça change niveau structure pour cette protéine? En fait, c'est une question qu'on est en train de chercher. C'est inhabituel d'avoir ce tunnel. Il est plus gros que ce qu'on retrouve dans des enzymes habituelles. Et nous croyons que c'est peut-être une enzyme qui a évolué il y a très, très, très longtemps, une enzyme primordiale. En gros, cette enzyme de contournement, elle n'est pas très efficace, elle n'est pas très bonne, mais elle est assez bonne pour fournir une voie de contournement en cas d'urgence. Et nous croyons que c'était peut-être une protéine ou une enzyme, une des peut-être premières enzymes qui fonctionnait et qui a permis à la vie de prendre racine finalement et qu'éventuellement, celle-ci elle est mieux faite, elle fonctionne mieux et qu'elle aurait pris le dessus dans l'arbre de la vie. Celle-ci est plus rare. Et ensuite, je suppose que vu que l'ancienne enzyme ne cause pas aucun désavantage sélectif au niveau de l'évolution, elle est restée, très peu, mais elle est restée quand même. Et donc là, maintenant, avec l'apparition du trimétoprime et la nouvelle enzyme plus efficace qui est inhibée par elle, l'ancienne enzyme, elle a de l'importance de nouveau. Donc, du coup, elle pourrait redevenir commun, peut-être? Peut-être. C'est ce qu'on cherche, en fait. Et donc, on trouve l'enzyme de contournement, nous la trouvons dans des échantillons cliniques. Et ce qui est pire, c'est que cette enzyme de contournement se trouve associée à d'autres gènes de résistance, de sorte que ce sont ce qu'on appelle des cassettes de résistance que les microbes peuvent se partager. Donc, les microbes, on le sait, peuvent se partager des groupes d'enzymes de résistance à toutes sortes de différents composés et on retrouve cette enzyme de contournement parmi ces groupes-là. Donc, littéralement, les microbes seraient capables de transférer des gènes à d'autres microbes selon différents mécanismes. Et donc, les capacités que ces microbes-là ont vont être transmises aux autres microbes voisins. Exactement. Wow. Et c'est quand même, effectivement, probablement une enzyme qui n'avait pas beaucoup d'importance avant que, dans les années 60, on introduise le trimétoprime dans l'environnement. OK. Qui l'eût cru que les bactéries étaient altruistes? Genre, t'as une bactérie forte qui voit une autre qui souffre et dit « Vas-y, prends le jeune. » Ce qui m'étonne encore plus que des bactéries altruistes, ce sont des bactéries qui apprennent à l'école. Mais quelque chose qui est resté tantôt, vous avez dit qu'on pouvait changer des acides aminés dans la structure des protéines. Et j'aimerais un peu approfondir ça. Est-ce que c'est comment vous le faites, en fait?
Alors, c'est par la réaction de polymérisation en chaîne qu'on abrévie PCR. Et maintenant, tout le monde connaît les tests PCR qui ont été utilisés pendant la COVID pour essayer de faire le dépistage des virus. Ça dépend du fait, fondamentalement, que l'ADN est à double brin. Alors, quand on pense à ADN, on voit cette structure en double hélice. On peut séparer les deux brins et l'information est contenue sur chacun des brins, en ce sens où c'est un peu une copie carbone ou une copie inversée l'une de l'autre. Mais si on connaît un brin, on peut le lire et on peut déterminer quel est le deuxième brin. Donc, on sépare les deux brins et ça, c'est facile. On n'a qu'à chauffer. On chauffe à peu près 100 degrés. Les deux brins se séparent et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reconstruire le nouveau brin. Et pour faire ça, on utilise les mêmes mécanismes qui se trouvent dans notre corps, évidemment des enzymes, les enzymes pour construire le matériel. Toujours. Donc, il y a une enzyme qui s'appelle la polymérase d'ADN. Donc, elle va se poser sur un brin et reconstruire le deuxième brin. Mais on va lui jouer un tour. On va demander d'ajouter une mutation, donc un changement lors de la reconstruction. On peut demander un changement à un endroit spécifique par certaines méthodes, ou bien on peut faire des erreurs aléatoires. Tout simplement dire à la polymérase, on va te mettre dans des conditions que tu n'aimes pas trop, tu vas faire des erreurs. Et voilà. Et comme ça, on se retrouve avec maintenant un double brin d'ADN, une nouvelle copie, qui contient des erreurs. OK, donc pour revenir un peu sur les brins d'ADN, on s'entend qu'il y a 4 types de bases azotées, donc A, T, G et C, et la combinaison de ces bases azotées forme les brins d'ADN. Et justement, vu qu'il y a une compatibilité seulement entre 2 paires de bases azotées, donc les A vont juste avec les T et les G vont juste avec les C, ça fait qu'on peut obtenir le deuxième brin grâce au premier. Exactement. Alors, si on lit un brin, et c'est A, T, 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 on sait que sur l'autre brin, c'est T, 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 A. Exactement. Tout à fait. Et donc, pendant la réaction qu'on appelle la PCR, ça va donc consister à séparer l'un des brins et mettre cette enzyme, la polymérase, sur l'un des brins, puis obtenir le second à partir du premier par la simple loi de compatibilité. Oui, l'appariement des paires de bases. Tout à fait. Donc, on sait exactement, comme vous l'avez dit, A avec T, C avec G, toujours. OK, mais quand même, c'est un gros travail de bioinformatique aussi. De bioinformatique? Oui. Comment? Quand même, mais pour lire les gènes, ensuite savoir exactement la séquence de gènes que ça donne, pour pouvoir imaginer ou modéliser la forme des enzymes en 3D aussi. Oui. Alors, en fait, la PCR a été développée longtemps avant la bioinformatique et était faite à un niveau plus rudimentaire, je dirais. Et effectivement, maintenant, avec la bioinformatique, nous pouvons faire des alignements de gènes qui ont lieu dans la nature et trouver, par exemple, des caractéristiques dans ces gènes qu'on aimerait greffer dans notre enzyme d'intérêt. Donc, c'est ça qui fait qu'on est capable de modifier un acide aminé spécifique et donc d'obtenir la structure qu'on cherche pour la tester en laboratoire. En fait, quelque chose qui est assez intéressant, c'est d'aller chercher des enzymes dans des endroits inhabituels sur la Terre. Par exemple, on peut penser à des sources thermales. Dans les sources thermales, il y a des micro-organismes qui vivent. Clairement, leurs enzymes fonctionnent à très haute température. Et on revient à la lessive. Si on veut trouver des enzymes qui fonctionnent très bien à température élevée, eh bien, on peut tout simplement les adopter directement à partir de micro-organismes qui sont dans toutes sortes d'environnements ou bien encore en Antarctique. Ça va fonctionner au froid, c'est garanti. Moi, ce que j'avais en tête quand on parlait des températures et des enzymes qui sont spécifiques ou qui fonctionnent à une température spécifique, moi, je pensais au, peut-être fun fact, je sais pas, que derrière la raison derrière pourquoi est-ce que notre corps fait de la fièvre, c'est que, imagine une bactérie qui envahit notre corps, il arrive dans l'environnement parfait pour se reproduire et se nourrir. Mais ton corps, il sait qu'il y a un problème. Il sait qu'il se fait envahir. Donc, il monte la température. Ce qui est bien, c'est que la température élevée aide ton système immunitaire à mieux travailler, mais les bactéries qui ont grandi en dehors de ton corps ou de la nature ne sont pas habituées à une telle température et donc leur système, leur métabolisme, leurs enzymes ne fonctionnent pas bien à haute température. Et donc, eux, ils sont ralentis, tandis que notre système immunitaire est boosté. Et donc, ça aide
Ça nous aide à combattre les maladies. Et toujours, il y a l'évolution qui arrive. Et donc, parmi ces bactéries qui meurent, il y aura des bactéries qui se seront déjà habituées à la hausse de température. Et donc, leurs enzymes, à eux, vont mieux fonctionner. Ils vont peut-être rester là, ils sont là cachés. Mais après, quand la fièvre sera finie et que la température redescend, ben eux, leurs enzymes sont habitués à la température élevée et non pas à la température normale. Et là, eux, ils vont être ralentis. Et notre système immunitaire, à nous, toujours habitué aux 2 températures, lui, il va quand même les détruire. Donc, petit fun fact. Excellent. Étant passionné du gym, j'ai souvent vu beaucoup d'informations sur Internet, sur Instagram, sur Facebook, bref, beaucoup de choses autour de la poudre de protéines versus les aliments complets qui contiennent aussi des protéines. On s'entend, c'est de là que ça vient. Et je suis aussi tombé, par exemple, sur une image assez bouleversante sur un morceau de viande en échiquier. Et de ce que ça décrivait, c'est certains morceaux étaient du bœuf et l'autre morceau, c'est du poulet. Sauf que ça est vendu comme étant des morceaux complets. Ah oui, ça, c'est le produit de l'enzyme transglutaminase. L'enzyme transglutaminase est utilisée en industrie alimentaire depuis longtemps, surtout en Asie. Son utilisation a commencé là au Japon. Et c'est une enzyme très intéressante. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle colle des protéines ensemble. On l'appelle la colle à protéines, en fait, ou la colle à nourriture. Et elle est utilisée fréquemment, par exemple, pour prendre des fragments de viande, des petits fragments de peut-être mauvaise qualité, et les recoller ensemble pour donner l'apparence d'un morceau de viande complet. On peut penser, par exemple, aux boulettes de viande congelées. C'est utilisé pour améliorer la texture de la viande, rendre ça un petit peu plus solide, disons. C'est aussi utilisé, si vous connaissez les pâtes de poisson, ce sont des petites décorations dans les soupes asiatiques parfois. Ça peut être en forme de fleurs, parfois il y a des couleurs ou des spirales. Et ça s'appelle les surimi. Ou narutomaki. Et voilà. Et c'est délicieux. Et donc, la protéine de poisson dans ces pâtes-là est collée ensemble avec cette enzyme transglutaminase. Donc, c'est tout simplement une enzyme, qui est une protéine, qui est ajoutée aux protéines pour les faire se coller ensemble et donner une texture qui est meilleure ou encore une apparence, si on pense à cet échiquier de poulet. Poule-bœuf, oui. C'est assez particulier. Mais cette question est un peu farfelue, mais si on met les mains sur cette colle-là, est-ce que c'est possible que nos doigts restent collés? Ah, j'en doute. J'en doute. Je ne pense pas que ça soit toxique, mais ça s'achète, entre autres, sous le nom Moo Glue. OK, Moo comme le son de la vache. Moo Glue, exactement. C'est vendu commercialement et on peut faire de la gastronomie moléculaire avec. Donc, on peut faire coller différentes choses ensemble. Donc, vous pouvez faire votre propre création de... De la sculpture, peut-être? Pardon? Genre même sculpter quelque chose en viande. Peut-être, oui, en pétoncle et porc, qui sait. Genre à Noël, tu fais un bonhomme de neige, ben à l'été, tu fais un bonhomme de viande, évidemment. Mais au labo, nous l'utilisons de manière différente parce qu'elle peut coller 2 protéines ensemble, mais on peut aussi l'utiliser pour coller sur une protéine d'autres molécules utiles. Par exemple, on peut greffer une molécule fluorescente sur une protéine d'intérêt, de sorte que maintenant notre protéine est fluorescente et on pourrait, par exemple, l'observer à l'intérieur de cellules. Ou bien, nous avons également greffé sur un anticorps, parce qu'un anticorps, c'est une protéine. On peut greffer sur un anticorps une molécule qui est toxique. L'anticorps, ça peut être spécifique, par exemple, à des cellules de cancer, de sorte que l'anticorps sera dirigé vers les cellules de cancer et apportera avec lui cette molécule toxique pour tuer les cellules de cancer. C'est vraiment de la science du futur, ce que vous dites. Exactement. Et c'est tout grâce à l'enzyme transglutaminase. Let's go. Toujours des enzymes, les tout meilleurs. ça à partir de... Donc, ce qui peut faire des échiquiers de viande peut aussi faire le remède contre le cancer. Exactement. Wow. C'est quoi là? J'arrive pas à trouver la leçon à tirer de cette anecdote. Mais c'est simple. Les enzymes, c'est top. C'est vrai, effectivement, les enzymes sont top. Elles font tellement de choses. Elles sont essentielles, clairement. Mais ça veut aussi dire que quand il manque une enzyme,
quand elle n'est pas codée par l'ADN, ou il y a un problème quelque part et que l'enzyme est défectueuse ou littéralement absente, c'est la cause de plusieurs maladies qu'on connaît déjà. Beaucoup de maladies. Il y a des maladies où le développement neurologique est affecté, par exemple, et ce sont souvent des maladies qui vont causer une lacune dans le développement du cerveau, par exemple, ou du système nerveux. Ce sont des maladies très graves. Une maladie beaucoup moins grave, on en a parlé, c'est la déficience de lactase, donc l'incapacité de digérer le lactose. Ça se contourne bien, hein, déjà. On peut juste éviter de boire ou de consommer les produits laitiers, oui. Mais aussi, l'intolérance à l'alcool se trouve dans certaines populations. Certaines populations, je pense la probablement majorité des gens, peuvent digérer l'alcool facilement, mais certaines personnes, non. Oui, si je ne me trompe pas, la majorité des personnes qui ont ce petit problème-là sont d'origine asiatique. Oui, certaines populations asiatiques. Oui. Et donc, à savoir, c'est que la digestion de l'alcool se fait par une cascade enzymatique. Donc, l'éthanol est converti en acétaldéhyde et ensuite en acide éthanoïque, si je ne me trompe pas. Acétyl-CoA. Merci Sophie de me corriger. Donc, éthanol en acétaldéhyde puis en acétyl-CoA. Et donc, éthanol en acétaldéhyde, c'est acétaldéhyde qui est la chose qui cause l'intoxication. C'est ça vraiment qui fait que des dérapages peuvent arriver. Et ensuite, en temps normal, quand on ne consomme pas trop d'alcool, notre corps peut facilement convertir tout l'acétaldéhyde en acétyl-CoA qui est pas juste inoffensif, mais essentiel à notre corps. Mais du coup, quand on boit trop, le corps n'a pas le temps de convertir tout l'acétaldéhyde produit en acétyl-CoA, et donc il y a l'intoxication qui se produit. Mais justement, pour revenir à ces gens qui ont ce petit problème enzymatique, c'est qu'ils n'ont pas la dernière enzyme qui convertit l'acétaldéhyde en acétyl-CoA. Exactement, et l'acétaldéhyde est relativement toxique, et donc ça donne lieu à différents phénomènes, le rougissement, par exemple, et un inconfort. Mm-hmm. Et j'imagine que le lendemain de la veille doit être encore pire. Mais ce qui est quand même particulier, c'est le fait que si on a une intoxication au méthanol, donc le méthanol, c'est une molécule qui ressemble à l'éthanol, mais est un peu plus petite, et qui peut être toxique et même causer la cécité. Alors, ce qu'on va faire comme antidote, c'est d'administrer l'éthanol, donc l'alcool habituel, et s'assurer que, comme ça, on empêche la formation du produit qui aurait lieu si le méthanol se fait digérer dans la cascade, qui est le formaldéhyde. Et ça, c'est beaucoup plus toxique. Mais c'est quoi la raison pour laquelle on utilise l'éthanol pour contrecarrer les effets du méthanol? Parce que ça passe par la même voie enzymatique. Et donc, si on donne beaucoup d'éthanol, ça va compétitionner avec le méthanol, le déplacer, de sorte qu'on ne va pas former le formaldéhyde très toxique. On va former l'acétaldéhyde moins toxique. Et ça va donner le temps au corps de se libérer de tous ces produits-là, finalement. Donc, en gros, le corps va juste excréter le méthanol au lieu de le digérer. J'imagine, oui, en fait. Genre, la stratégie, en gros, ce serait de mettre énormément d'éthanol dans le système. Comme ça, avec l'enzyme qui se charge de commencer la cascade, au lieu d'être submergé par du méthanol, a beaucoup plus d'éthanol. Donc, oui, donc c'est une compétition. Oui, parce que justement, ça aborde un sujet qu'on n'a pas encore mentionné, c'est que les enzymes sont très spécifiques à une molécule en particulier. Ça dépend. Les enzymes de lessive le sont moins. Okay. Heureusement, nos enzymes de digestion. Donc, souvent, les enzymes qui brisent les liaisons seront moins spécifiques. Elles ont des tâches un peu plus générales. Mais les enzymes qui fabriquent les molécules, oui, elles sont généralement très spécifiques. OK. Mais même si une enzyme est moins spécifique et peut se lier ou digérer plusieurs molécules, elle a une préférence. Probablement, oui. Ça dépend, en fait. Il y a tout un spectre de possibilités pour ce qui est de la sélectivité d'une enzyme. Si elle est très sélective, moyennement, pas du tout. Et en fait, c'est un truc qu'on utilise lorsqu'on veut appliquer des enzymes en industrie. Alors, si on pense à appliquer des enzymes à l'extérieur du corps pour favoriser l'industrie de formation de molécules utiles, les enzymes auront parfois évolué
pour lier une seule molécule naturelle et ne pas lier toutes les autres, de sorte à ce qu'elle donne un seul produit très spécifique. Mais si on présente à une enzyme une molécule non naturelle, peut-être qu'elle n'aura jamais évolué pour l'éviter. Et donc, cette molécule non naturelle pourra se lier, être reconnue par l'enzyme, être transformée pour former un tout nouveau produit non naturel, mais qui peut nous être utile. Ok, donc franchement, on a parlé de beaucoup de sujets aujourd'hui. C'était vraiment intéressant, les enzymes. J'espère que les gens qui nous écoutent en ont appris des choses, ou peut-être ça pourrait démarrer une passion, peut-être, un intérêt. Je l'espère. Ce serait vraiment cool. Mais je pense qu'il serait temps qu'on conclue cet épisode. Mais avant ça, la petite section spéciale Redactase. La section des questions flash ou des questions éclairs. On n'a pas encore décidé du nom. On n'a pas encore eu de nom. Donc, vous aurez 60 secondes pour répondre à combien? Quelques questions. Je ne sais pas exactement combien il y en a, mais... On va dire 6 questions et on va diminuer un peu le temps parce que c'est un peu trop facile. Ah bon? Ben oui. Allez, 45 secondes. On dit 45 secondes. Ok. Donc, top. Quel est votre acide aminé préféré? La proline, Qu'est-ce qui fait un article scientifique de valeur? la nouveauté. Que faites-vous lorsque vous rencontrez une difficulté coriace lors du processus de recherche? J'essaye de ne pas pleurer et je me tourne à la littérature. Que symbolisent les flèches dans les mécanismes de réaction? La direction préférée au niveau énergétique. Que conseillez-vous à des étudiants pour mieux cerner une réaction chimique qu'on a du mal à comprendre en cours? De demander à quelqu'un d'autre de l'expliquer. Quelqu'un autre que vous? Quelqu'un d'autre que moi. C'est pour ça qu'on a des excellents répétiteurs. Oh, allez à vos répétitions, les gens. Surtout quand vous ne comprenez pas, ça peut être tellement utile. Ok, ben je pense qu'on a écoulé les 45 secondes. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup d'être venu à notre balado. Est-ce que vous aurez un petit mot de fin, un petit dernier mot à dire à nous ou à ceux qui nous écoutent? Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui et surtout, je trouve que c'est une excellente initiative que vous avez entreprise. Alors, je vous félicite et je vous souhaite beaucoup d'excellents balados dans le futur. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir regardé cet épisode. C'était Richie, Anaël et Joël Pelletier qui vous disent au revoir et à très bientôt. Bye bye.